Le programme commun de la gauche aux législatives se traduirait-il par des dizaines de milliards d'euros de hausse d'impôts? On en parle avec vous, Charles Sana. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde. Fondateur du site Insolentiae. D'après les échos que j'ai lus, ce sont près de 50 milliards, c'est le chiffre qui est sorti, 50 milliards de hausse d'impôts prévus dès l'été si le nouveau Front populaire gagne les législatives à une majorité absolue. Pardon, mais juste, on ne s'en rend plus compte tellement les chiffres sont importants, mais 50 milliards, c'est beaucoup, c'est massif en termes de hausse d'impôts. J'ai pour souvenir l'époque de François Hollande, on en était à moins de 30 milliards en 2012. Oui, c'est énorme et ça, c'est que le début. C'est que le début parce que si le Front populaire veut financer et rendre finançable son programme économique, et bien évidemment, il va falloir de l'argent, beaucoup d'argent, tout en sachant que là, on ne tient pas compte non plus de la situation extrêmement dégradée des finances publiques, de l'augmentation du coût de la dette. Et donc, des mesures d'économie nécessaires à un moment donné où, en fait, dans le programme du nouveau Front populaire, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dépenses. Et donc, c'est beaucoup et c'est très nombreuses dépenses. Elles vont nécessiter un matraquage fiscal quasiment jamais vu en France. Et il faut pas se leurrer, là on a un vrai problème d'efficience d'un programme économique affiché, avec de véritables contradictions qui sont majeures. Et objectivement, on sait pour tous ceux qui l'ont lu, et moi je suis allé le lire directement à la source. D'ailleurs, allez le lire, hein, ça c'est ce qu'on appelle le contrat de législature, tout est écrit dedans, c'est très intéressant. Il y a d'ailleurs des choses très intéressantes qui méritent de vrais débats politiques, et c'est censé être tout l'enjeu d'une campagne électorale. Néanmoins, sur le volet purement et uniquement économique, on a de gros problèmes avec ce programme, hein. J'ai quelques exemples à vous donner si ça vous intéresse, David. Je veux bien, mais avant, on est d'accord, 50 milliards dès cet été. A priori, c'est bien ce chiffrage-là, dans un pays qui est déjà champion du monde, après, je crois, le Danemark, des prélèvements obligatoires, de la pression fiscale, 43% du PIB. Après, la question, c'est qui paye l'addition? Ce sont les riches, les ménages Les aisés. milliardaires. Si c'est le Les voisin, ça dérange milliardaires. jamais, hein. Les milliardaires, hein, c'est eux qui payent. Alors ça, mais ils ont, si, c'est de la page 12 de ce programme de législature. Donc, abolir les privilèges des milliardaires, ça c'est le titre de la rubrique. Alors, on va commencer par accroître la progressivité de l'impôt sur le revenu à 14 tranches. Donc, autant vous dire que le milliardaire, il sera peut-être dans la 14e tranche, mais enfin, nous tous, on sera dans les 13 d'avant. Donc, c'est surtout les petits riches qui vont se faire évidemment alourdir la pression fiscale. Rendre la CSG progressive. La CSG, elle n'est pas payée par les milliardaires qui sont aux Bahamas et qui s'évadent fiscalement, que tout le monde se rassure. Rétablir un impôt de solidarité sur la fortune. Alors ça, c'est évidemment politiquement porteur. Voilà, Mais ça fait pourquoi, juste bien. pardon, Charles, quel est le problème? On peut imaginer de rétablir l'ISF. En quoi ce serait une catastrophe? On parle de recettes. Non, Aujourd'hui, c'est c'est. Oui. Non, c'est pas une catastrophe, David. Le problème, c'est que vous êtes déjà dans un pays qui a la pression fiscale la plus importante. Et donc, il faut pas s'imaginer qu'en augmentant encore la fiscalité, on va rendre les gens plus heureux. Aujourd'hui, en France, on est le pays au monde où nous avons le plus de transferts sociaux. Or, qu'est-ce qu'on constate de manière très objective, si vous voulez? Et là, le Front de gauche, enfin le nouveau Front populaire, n'y est strictement pour rien, puisque de toute manière, il n'est pas aux affaires aujourd'hui, hein. Donc, soyons extrêmement objectifs. Là, pour le moment, il est pour rien dans les transferts sociaux qui sont en train de s'opérer en France. Vous constatez bien que plus on augmente les impôts, plus on a en tout cas une augmentation de la misère dont on nous parle, d'accord? Donc on nous parle d'une urgence sociale, d'une urgence de solidarité, de gens qui arrivent plus à finir les fins de mois, etc., etc. Or pourtant, jamais vous n'avez eu autant de transferts sociaux dans un pays et dans une économie dite développée. Donc ça montre bien que de toute façon, il arrive un moment donné, le problème n'est pas là. Le problème, il est de recréer de l'activité économique. Et si on veut recréer de l'activité économique dans un monde qui est ouvert, David, dans un monde qui reste ouvert, dans un monde dans lequel on ne peut pas regarder notre compétitivité uniquement en chambre. C'est-à-dire que c'est pas que la France là, c'est
la France dans l'Union européenne, et vous savez que je ne suis pas un euro-BA complet, mais on fait partie d'un ensemble européen qui lui-même fait partie d'un ensemble mondial. Tout ça, vous avez du libre-échange, vous avez de l'ouverture, et donc vous ne pouvez pas augmenter la pression fiscale sans prendre en considération le fait que vous êtes ouvert et que les gens peuvent voter avec leurs pieds et qu'ils peuvent partir. Et c'est évidemment ce qui va se passer. 1981 Empire, je ne sais plus quel homme politique a dit ça, je crois que c'est Bruno Le Maire d'ailleurs, souvenez-vous, le film Milou en mai, hein, et tous les riches qui fuyaient l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand. Alors là, ça a duré 2 ans, hein, jusqu'au tournant de la rigueur. Là, ça va être beaucoup plus rapide. Il y a les riches d'un côté, ok, et les ménages aisés, ceux qui ne sont pas riches, qui ne sont pas spécialement millionnaires ou plus. Eux C'est aussi, ça ils le vont payer non l'addition. mais c'est surtout eux qui vont payer l'addition, David. C'est toutes les classes moyennes et moyennes supérieures, toutes celles qui font qu'en réalité le ruissellement est une réalité. Alors le ruissellement du milliardaire, il n'existe pas. On est tous bien d'accord là-dessus, de manière très objective. Un milliardaire, il mange 3 repas par jour comme un millionnaire et comme un smicard. Bon, donc si vous voulez là-dessus, on est bien d'accord. Mais plus vous avez de petits riches qui sont capables de prendre une femme de ménage, une nounou, d'acheter une belle voiture, de prendre une résidence secondaire, de faire travailler un plombier, de refaire leur maison, etc. Plus vous avez des petits riches, une petite bourgeoisie, une grande classe moyenne. Ce qui fait le développement d'un pays, c'est une grande classe moyenne. Si vous massacrez les classes moyennes, alors vous Mais arrivez à en quoi le programme l'appauvrissement de votre économique pays. de ce nouveau Front populaire matraque les classes moyennes françaises? Parce que, au contraire, ils disent qu'ils veulent les soutenir. Mais ils veulent les soutenir, mais ce qu'ils vont faire et ce qu'ils préconisent va avoir l'effet inverse de l'objectif soi-disant recherché. Je vous donne un exemple. Bloquer les prix des biens de première nécessité dans l'alimentation, l'énergie, les carburants, etc., par décret. Par décret. Donc, le nouveau Front populaire arrive, il émet ses oukases. Le sac de nouilles, maintenant, il est vendu à 50 centimes, terminé, c'est fixé par décret. Alors ça ne marche pas. Je vous renvoie au dernier exemple en date que tous les Français ont vécu, qui était l'histoire des masques pendant l'épidémie Covid. Les masques n'arrivaient pas en France parce qu'on se les faisait piquer sur le tarmac par celui qui les payait plus cher. Et nous, on encadrait les prix par décret. Le masque ne devait pas être acheté par la Sécu, plus de 5 centimes d'euros le masque. Donc, résultat, on n'avait pas de masque. Bon, eh ben, l'encadrement des prix, ça fonctionne toujours comme ça. Vous avez la même chose avec les antibiotiques aujourd'hui. Vous n'avez pas de pénurie d'antibiotiques en Hongrie. Vous avez eu des pénuries d'antibiotiques en France parce qu'on ne veut pas acheter les antibiotiques au prix du marché. Et donc, bah, les industriels, ils vont livrer les marchés où ils vont pouvoir vendre. Autre exemple, l'augmentation du SMIC. On peut se dire, mais c'est super, le SMIC va augmenter, c'est une excellente nouvelle. Sauf que le SMIC, il est payé par les entreprises déjà. Hein. Il n'est pas payé par l'État pour ses fonctionnaires au SMIC, mais il est payé par les entreprises. Donc c'est déjà augmenté avec l'argent des autres. Voilà, vous voyez toute l'approche. Hein. Je vous augmente, mais avec les sous du voisin. Bon, le voisin, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les TPE et les PME, vous avez 33% des salariés, 32,4 très précisément, 32,4% des salariés qui sont au SMIC. Dans les TPE, d'accord. Et dans les entreprises de plus de 500 salariés, vous avez que 10% des gens au SMIC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une hausse du SMIC aussi significative, elle va peser et détruire des PME, mais pas les grands groupes, puisque dans les grands groupes, en fait, on est assez peu concerné par le SMIC. Donc, on veut augmenter, on veut être généreux, mais si on regarde dans le détail comment sont réparties les rémunérations au SMIC, on se rend compte qu'une augmentation au SMIC est très dangereuse pour l'emploi parce que vous avez 7 millions de postes dans des entreprises qui sont des PME ou des TPE. Et c'est elles qui sont sensibles à l'augmentation du SMIC. Et elles ne sont pas cotées en bourse. Elles ne sont pas au CAC 40. Elles ne font pas partie de la finance méchante, apatride et intermondialiste. Vous voyez, c'est juste des PME locales pour qui la vie va devenir très difficile et donc pour les employés français, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y aura des pertes d'emploi. Vous voyez, par exemple, avec une mesure comme ça. Donc, une mesure qu'on peut imaginer potentiellement bénéfique, en réalité,
va s'avérer négative avec des effets collatéraux désastreux. Il y en a d'autres, hausses d'impôts ou mesures économiques qui en apparence peuvent être salutaires et qui sont néfastes en réalité pour l'économie. Et puis Bien aussi, qu'est-ce sûr, qu'il y a de bien, parce qu'on ne va pas être là que pour critiquer, hein. non, mais il y a plein de choses bien, vous allez voir. Mais par exemple, l'abrogation de la réforme de la retraite. Moi, je suis très nuancé là-dessus. C'est-à-dire que je suis assez d'accord avec cette opposition à la réforme de la retraite. Je pense qu'il vaut mieux mettre au travail tous ceux qui ne travaillent pas, plutôt que d'essayer de faire travailler plus longtemps ceux qui ont déjà travaillé 40 ans. Donc, vous voyez, mais le problème, c'est qu'il faut avoir cette cohérence-là. Donc, moi, je suis favorable au fait de mettre tout le monde au boulot, mais si on met tout le monde au boulot pour augmenter la masse de cotisants, là, effectivement, on peut arriver avec quelque chose de cohérent et dire, bah voilà, au bout de 40 ans où on a vraiment travaillé fort, on peut partir. Le problème, c'est qu'évidemment, on parle plutôt de la semaine de 32 heures, on parle, puisque la semaine de 32 heures est à nouveau évoquée, on parle plutôt de donner une soulte à tous les jeunes et d'étendre le RSA plutôt que de les mettre au travail. Donc, on a des vrais sujets. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant, par exemple, dans ce programme? On a supprimé les niches fiscales inefficaces. C'est intéressant. Oui, il y a plein de niches fiscales inefficaces, y compris concernant les entreprises, et qu'on pourrait complètement rénover. Il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus. C'est pourquoi pas. Une autre très bonne mesure, à mon sens, évoquée dans ce programme, c'est instaurer une taxe kilométrique sur les produits importés. C'est en page 12. Oui. Si on veut faire véritablement de l'écologie, eh ben, ce qui vient de Chine, ça doit être taxé beaucoup plus fortement que ce qui vient de Bretagne. Et c'est pas de ma faute si la Bretagne, c'est plus proche que Pékin. C'est comme ça, c'est la géographie, et ça serait plutôt raisonnable de dire j'achète ce qui est produit d'abord en France, après en Allemagne, et puis après, bah, ça peut venir d'encore plus loin si je suis pas capable de le faire. Au Donc ça, global, ce sont juste des... Charles, au global, Oui, parce que l'heure tourne, au global, une fois qu'on dit tout ça, quel effet? Il y a un big bang fiscal qui est très important, on le voit bien, 50 milliards de hausse d'impôts rien que sur cet ouais. été, et la suite arrivera après. Il y a aussi après un programme, un agenda social qui est important, avec beaucoup de dépenses, beaucoup plus de dépenses. On en pense quoi Oui, au final de l'impact sur l'activité, l'investissement, l'emploi, l'économie française? Parce que quand on écoute Bruno Le Maire, il nous dit on va dans le mur, la banqueroute, etc., etc. D'un point de vue, encore une fois, apolitique. alors, d'un point de vue apolitique, et si je cite Bruno Le Maire, c'est presque raté, mais bon, c'est parce qu'on fait de la politique, mais il a là presque objectivement raison, David. Oui, on va aller dans le mur. Bon, alors d'ailleurs, ils le savent très bien, page 22 de leur programme, on commence par écrire au sujet de l'Europe, d'accord? Donc, c'est le paragraphe Europe, page 22, refuser le pacte de stabilité budgétaire, refuser le pacte de stabilité budgétaire. Encore une fois, je ne suis pas un eurobéa et au moins là, c'est cohérent. Ce programme est intenable dans le cadre du pacte de stabilité budgétaire. On est tous d'accord là-dessus. Donc ils le sont, ils l'écrivent, page 22, au moins c'est Quelles cohérent. conséquences Mais ça, alors? Mais quelles ah bah, conséquences? quelles conséquences si on tire le fil et la pelote, David, ça veut dire que à Bah, c'est soit ne pas minima, si une appliquer, soit crise ne pas appliquer le programme, soit accepter de sortir du cadre. voilà. Si on accepte de sortir du cadre, on va être très très clair, le Front populaire, ça va très vite se transformer en intervention du Fonds monétaire. Voilà. Et ça va être la tutelle du Fonds monétaire. Liz Truss, elle avait tenu 49 jours et elle était de droite et elle était conservatrice et elle a fait n'importe quoi. Elle est allée dans le mur en 49 jours en Angleterre. Nous, on ira dans le mur en 40 non pas en 49 jours, mais en 49 heures, et ça va même pas durer 3 jours. Ça va être extrêmement rapide et extrêmement violent. D'ailleurs, il y a une grande banque qui a fait un tableau en fonction de la situation politique, de qui gagnait, de comment allait être gouvernable ou pas le pays à l'issue de ces élections. Et cette note d'analyse d'une grande banque conclut que, évidemment, c'est dans le cas de victoire du nouveau Front populaire que la situation sur les marchés serait la plus calamiteuse. On ne vote pas en fonction de ce que pensent les marchés. Et ça, là-dessus, je suis d'accord avec tous les électeurs potentiels du nouveau Front populaire. On ne vote pas en ayant peur de la réaction de Pierre-Paul Jacques. Néanmoins, ça va avoir des conséquences. Si on n'accepte pas le pacte de stabilité budgétaire, soit on est capable de le renégocier en Europe. Or, les élections européennes qui viennent de passer ont montré que
il n'y a pas de changement majeur de gouvernance en Europe à l'issue de cette élection. En France, oui, mais pas en Europe. Ce qui veut dire que la politique européenne, eh bien, soit la France réussit à la modifier, soit si elle ne réussit pas à la modifier, eh ben, ça veut dire ne pas appliquer le pacte. Ne pas appliquer le pacte, ça veut dire ne pas avoir du tout l'aide de l'Union européenne, pas du tout l'aide de la Banque centrale européenne. On n'a pas la souveraineté monétaire, on n'a pas la souveraineté juridique, on n'a pas nos frontières, bref, on n'a rien. Ça veut dire soit sortir de l'Union européenne et faire un Frexit, et à ce moment-là, on Mais pourra ce n'est pas appliquer ce dit, on programme. va finir là-dessus, mais ce n'est pas dit dans le programme du Front de gauche. Non, c'est pas dit, mais c'est la conséquence, David. Hein. C'est objectivement la conséquence. Et donc ça, je pense que jamais ce nouveau Front populaire ne sortira de l'Union européenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez une explosion probable de ce nouveau Front populaire. Vous aurez la frange plutôt socialiste, centriste, qui partira du côté de ce qui reste d'En Marche et de Renaissance, et on risque de se retrouver effectivement avec trois blocs, un bloc de gauche, un bloc de centre, un bloc de droite, mais pas avec l'application de ce programme économique-là. Voilà, plutôt une explosion de ce nouveau Je Front ne voulais pas populaire. qu'il fasse de la politique, mais il en fait quand même à la fin. Non, mais parce que logiquement, si vous voulez, statistiquement, en termes d'analyse, euh, je pense que ce programme n'est pas applicable. Voilà, aussi séduisant que certains puissent le trouver. Je pense qu'il est objectivement pas applicable. Et donc, de toute manière, il entraînera l'explosion de cette nouvelle NUPES. Mais enfin bon, David, il n'y a rien de nouveau. C'est la politique qui est comme ça. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Ah, l'adage persiste. Merci beaucoup. Explication point de vue, signé Charles Sana, fondateur du site Insolencia. Merci Charles, salut. Merci David, merci à tous.